Amis sportifs, amis sportifs, bonjour et bienvenue dans La Séance, le podcast. La séance est celle que tous les athlètes d'endurance réalisent. A priori simple, la séance s'articule en plusieurs temps, souvent bien distincts, comme l'échauffement, le corps de séance et le retour au calme. Toutes les séances ont, ou du moins devraient avoir comme objectif de faire progresser l'athlète. Mais pour cela, encore faut-il comprendre la philosophie de la dite séance et se poser la question du pourquoi. Aujourd'hui, on reçoit Baptiste Broyer. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Salut, je suis très content d'être là. Parfait, merci. Écoute, je vais essayer de te faire une description. Tu me diras si ça te correspond. Je te laisserai corriger par la suite. C'est parti? Vas-y. Alors, Baptiste, du coup, je te présenterai comme un athlète breton avec l'ambition de performer sur les sentiers de montagne. Tu as un objectif clair, dépasser les plus de 800 en cotation. En tout cas, je trouve que ça montre ta volonté d'élever ton niveau et d'aller chercher le meilleur de toi-même. C'est tout ce qu'on te souhaite, te voir performer pleinement et t'exprimer pleinement lors de ta prochaine course. Tu nous en parleras peut-être un petit peu après, donc j'en dévoile pas plus. Pour réussir cette ambition, tu peux t'appuyer sur des références chronométriques assez solides, à commencer par un très beau 1h10 sur semi, ce qui n'est peut-être pas ta meilleure référence, tu nous en reparleras. Ce qui est particulièrement intéressant avec ton profil, c'est qu'on peut aller voir sur Strava et Instagram. Ta façon que tu as de partager ta démarche d'entraînement. Tu expliques dans le fond et dans la forme les séances que tu réalises, offrant à chacun l'occasion de s'en inspirer, notamment tes collègues. Je vous invite d'ailleurs à aller parcourir ces comptes du coup Strava et Instagram à la fin de l'épisode. Vous y trouverez du coup de nombreuses idées de séances à ajouter à votre bibliothèque, mais également quelques belles photos et vidéos de montagne. Voilà, ça vaut le détour. Je trouve que c'est vraiment une super initiative qui est dans l'esprit du podcast. Alors je suis ravi de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Eh ben, je pense que ce que tu peux rajouter à la présentation, c'est qu'avant d'être un athlète breton, j'étais un athlète lyonnais et que donc c'est de là que vient mon appétence pour le trail. Et je me suis dit, c'est pas parce que j'habite à Rennes maintenant que je peux pas continuer à performer sur sur la partie trail et donc continuer à faire des bonnes performances de ce côté-là. Donc c'est pour ça que j'ai cette ambition-là sur la partie trail. Ah oui, c'est vrai que j'avais l'impression que tu avais passé pas mal de temps en montagne quand je regardais, je consultais un peu ton profil, je me disais, bon, quand même, pour quelqu'un enfin, qui est de Rennes, ça passe du temps en montagne. Bah, c'est cool d'avoir cette envie, toujours de performer en montagne, même à Rennes. Je pense que c'est totalement possible. En tout cas, ce qu'on va développer aujourd'hui, ça va être peut-être une piste à creuser pour les gens qui habitent dans des plats pays. Encore que Rennes, c'est pas le plus plat. Il y a des trucs, il y a des petites bosses en Bretagne quand même. Il y a des petites bosses en Bretagne, c'est vrai, mais autour de Rennes et autour de chez moi, c'est quand même Ouais. vraiment. Je pense que la côte la plus longue, à moins de 2 heures de course à pied, il y a 80 mètres de dénivelé, quoi, sur la route. Ah, ça va te faire quelques allers-retours, quoi. Ouais, c'est pas terrible. Ok, est-ce que pour compléter un peu ton profil, est-ce que tu pourrais nous donner un de tes moments, un des meilleurs moments que tu as vécu en tant que sportif? Ouais, bah, je pense que ça va permettre de présenter un peu d'où vient cette passion pour le trail et même la course à pied. Faut savoir que du coup, c'est mon père qui m'a initié à ce sport-là. T'as dit que j'étais assez proche des montagnes, oui, parce qu'en fait, d'un point de vue familial, on partait tous les étés dans la vallée de Chamonix, Saint-Gervais, en vacances, et en fait, c'est là que j'ai découvert le trail. Donc j'ai un profil assez rare où j'ai commencé par faire du trail, puis je suis allé vers l'athlétisme, et puis maintenant je reviens au trail parce que finalement c'est ça que je préfère. Et donc pour un moment de sport qui m'a marqué, donc l'année dernière, mon père était inscrit à l'Ultra Tour du Beaufortin. Ok. Et donc, comme c'est un endroit qui avait l'air magnifique, je lui ai dit, bah écoute, je vais t'accompagner, on va faire la course un peu ensemble. Et donc lui, il en avait pour 116 km. Et donc j'ai partagé à peu près 65 km avec lui. Donc c'est un long moment de partage. Et je crois que ce qui était le plus marquant pour moi et qui m'a vraiment me fait Enfin, c'est là que je me suis rendu compte de à quel point il fallait être fou pour faire des ultra trails comme ça, c'est que après 70 km, ça faisait 10 heures qu'on courait ensemble, donc on a passé un bon moment. Et en fait, la journée se termine, moi je vais rentrer, et en fait, quand je le laisse, il a même pas fait la moitié. Hmm. Là, je me suis dit, mais waouh, quoi, c'est pas possible. Genre, je viens de faire une journée complète, je suis cuit. Lui, il a fait ça. En plus, il était parti un peu plus tôt que moi. Et vraiment, ça m'a marqué de me dire, mais c'est pas possible. Enfin, et en plus, il a eu un temps terrible la nuit, de la pluie, etc. Donc voilà, c'est un moment de sport qui m'a marqué dans le sens où je me suis rendu compte.
c'est très très dur d'appréhender à quel point c'est dur un ultra, à quel point des longues distances comme ça peuvent être impressionnantes pour le corps. Et là, j'ai vraiment mesuré la difficulté de la course. Ah, puis ça devait être un super moment d'échange, enfin un super moment de partage quoi, entre son père et, enfin toi et ton père, ça devait être vraiment top. Ouais, vous avez dû, enfin je pense qu'il était content de t'avoir sur cette première partie d'ultra. Du coup, toi tu l'accompagnais, c'était lever du jour et début de journée quoi, enfin toute la Ouais, journée. en gros, alors je pouvais pas le rejoindre dès le départ parce que bah, la boucle, ils font une boucle, donc si je fais la même boucle que lui, c'est impossible, il faut que je fasse les 120 km. Et donc j'avais trouvé une solution où je courais 30 minutes, 1 heure, je le rejoignais, et donc je l'ai rejoint, il avait déjà couru 3 4 heures. Mhm. Je l'ai rejoint, je sais pas, à peu près à 9 heures, 9 heures du matin, et je me suis arrêté à peu près vers 19 heures, quoi. Et puis après, bah, lui, il a continué jusqu'à la Ouais, fin. Il est arrivé à peut-être à 5 heures du mat, un truc comme ça. ouais, c'est déjà une belle bombée. Et toi du coup, t'avais fait, c'était quoi? C'était ta plus grosse sortie trail pour Je l'instant que pense, t'avais réalisé? je pense que hors compétition, enfin, dans tout confondu, c'est la plus longue, le plus longtemps que j'ai passé en courant en montagne. Ok. Euh, oui. Ouais, c'est ça. Et du coup, Je pense. pas de nuit passée encore dehors. Alors, pas de nuit sur cette séance-là, mais j'ai déjà fait la Saint-Élion, donc ça compte Ok. comme une nuit, je pense. Oui, oui, ça compte quand même une nuit. Je pense qu'on en reparlera d'ailleurs dans le podcast. C'est donc c'est cet objectif-là que tu as en course, enfin cet objectif de course que tu as le prochain là, c'est la Saint-Élion qui arrive dans 2 semaines, je crois. C'est ça, ouais, c'est dans 2 semaines. Donc bah là, j'ai fait mes dernières grosses séances et grosses semaines en début de semaine. Là, donc là, je suis vraiment dans la partie affûtage. Bah, je suis plutôt en forme, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Quand tu dis plutôt en forme, c'est pour essayer d'expliquer, t'as terminé par une course, c'est ça ton bloc d'entraînement Donc vers chez toi? mardi, j'ai fait un trail en Bretagne, le trail de Plaintel. Donc bah, c'était une très bonne course. J'ai fini sur le podium, ce qui est quand même rare. J'ai pas un niveau qui me permet habituellement d'aller chercher facilement des podiums. Mais là, ça s'est bien passé pour moi, donc très content. Et le but, c'était en plus de faire une sortie en contrôle, hein, aux alentours d'un effort Saint-Élion. Donc toute la course, j'avais en tête, je suis au 30e. En fait, il en reste 45, 50, même si c'était pas vrai, mais pour me mettre Mhm. en condition. Et du coup, bah, je suis très content de pouvoir réaliser une performance comme ça, sachant que j'étais pas non plus, enfin, je me suis pas mis à 100% de mes capacités. Ouais, t'as réussi à te contrôler malgré la forme et malgré le dossard, à bien gérer cette course. En plus, c'est quand même long, un effort long, quoi. 40, plus de 40 bornes, j'ai vu. Donc, Ouais, c'était à peu près bah, c'était un maratrail. Mais je pense que ça, c'est une de mes forces. Moi, je suis tout à fait capable de me contrôler. Je suis très bon sur le pacing. Et là, dans la course, bah, je l'ai vraiment démontré, hein. Je suis parti, je pense, au 15e kilomètre, j'étais 25e. Et donc, en fait, j'ai juste gardé mon allure du début à la fin. Bon, à la fin, quand le podium commençait à être accessible, j'avoue que j'ai peut-être accéléré un peu pour jouer ça, mais c'était peut-être dans les 3 4 derniers kilomètres. Et du coup, bah, alors, c'était assez impressionnant de me dire, je reprends tout ce monde, en fait, comment ça se fait qu'ils soient partis si fort et ils aient pas mesuré correctement leur capacité. ouais, le pacing, c'est toujours un peu compliqué à entrer, surtout sur un terrain comme tu as eu là en Bretagne avec des montées, des descentes assez courtes. Ça devait être bien casse-pattes. Et du coup, ouais, non, je pense que de ce que j'ai vu, en tout cas, t'as l'air bien en canne et j'ai hâte de te suivre sur la Saint-Élion. J'espère que ça sera une belle course. On Je pense va, on va en reparler là dans l'objectif, mais je pense que tu as dû préparer ça correctement. Bon, bah, pour faire Pardon, tu voulais rajouter? en fait, la Saint-Élion, c'est une course qu'on peut bien préparer quand même quand on est en Bretagne. Les terrains s'y prêtent bien, puisqu'il y a beaucoup de... Enfin, c'est pas très montagneux comme course. Et donc, effectivement, c'est un objectif assez logique dans ma démarche de performance, quoi. Ah ouais, ouais, je pense que oui, tu vas être prêt. Surtout que tu as eu, enfin on y reviendra, mais tu as passé un peu de temps dehors ou quand il faisait froid là, il y a 1 ou 2 semaines en montagne. Donc je pense que d'un point de vue climat, tu vas être prêt. Yes. Pour ce podcast, du coup, on va essayer de respecter toujours les 3 temps, la présentation de la séance, son déroulement et son bilan, et puis on fera une brève conclusion. Si ça te va, du coup, je te propose qu'on aille tout de suite à la présentation de la séance, le premier temps du podcast. Est-ce que tu peux essayer de nous présenter ta séance le plus simplement possible
et puis ensuite, on rentrera dans le détail. Ok, donc la séance, c'est une séance qui va être en deux blocs avec des intensités autour du premier et du second seuil. Et elle a pour objectif de travailler différents types de sollicitations musculaires. Donc le premier bloc, ça va être sur le vélo en endurance de force et on va venir faire 25 minutes autour du premier seuil. Donc en faisant une cadence de pédalage aux alentours de 60 RPM, hein, donc très basse. Et puis ensuite, on descend du vélo, on prend ses baskets et on va faire une séance de seuil, c'est une séance de seuil assez classique, 5 fois 7 minutes aux alentours de l'effort marathon, peut-être un peu plus rapide éventuellement. Et là, on l'a fait sur des chemins spécifiques pour du trail. Ok, ok, donc c'est bien une séance en deux temps. Tu as expliqué, grosso modo, c'est pour travailler le seuil. Et tu as une partie vélo, on reviendra un peu, enfin non, on va le faire tout de suite. D'ailleurs, c'est quoi l'objectif de la partie vélo? Et quel serait du coup l'objectif de la partie course à pied, sachant que du coup, c'était, tu as dit 25 minutes seuil 1 avec un travail musculaire sur le vélo, et puis plutôt plus rapide, enfin, en tout cas en termes d'allure, on va être sur du un peu plus que SV1 à une allure marathon, un peu plus rapide sur la partie course à pied avec un 5 fois 7 minutes. C'est ça, donc en gros, bah, l'idée c'est que j'ai pas de montée à ma disposition qui fasse 25 minutes en Bretagne. Mm. Donc si je veux simuler l'effort que génère une montée longue, un peu raide sur mon corps, ce que j'ai comme moyen, c'est d'utiliser le vélo. En endurance de force, on a un mouvement qui est assez similaire à une montée raide. En fait, on a une cadence faible, on a une grosse sollicitation musculaire au niveau des quadriceps. Et donc ça permet d'avoir ça ressemble en fait comme type d'effort à si j'avais une montée de 25 minutes où je peux faire la même séance. Donc Ok. voilà pour la partie vélo. On va évidemment rajouter un peu de volume autour de ça, un petit temps d'échauffement, un petit temps de retour au calme. Donc ça ferait au total probablement aux alentours d'une heure pour la partie vélo. Et pour la partie course à pied, bah, l'idée c'est d'être capable de courir à une allure. Alors pourquoi aux alentours de effort marathon? C'est parce que c'est une allure qui est assez centrale quand on fait du trail. C'est une allure, on va rarement courir beaucoup plus vite finalement, dans le type de distance en tout cas que moi je cours, c'est-à-dire à partir de 30-40 km. Sinon ça passe vraiment sur quasiment de la course en montagne. Donc ce serait un peu différent. Donc c'est une séance qui est assez générique, dans le sens où on va travailler des marqueurs physiologiques avant de travailler des allures. Donc c'est pour ça que je préfère les noter par des seuils plutôt que de donner une intensité, une puissance. Effort marathon, c'est vraiment pour donner l'idée de quel effort c'est, mais l'idée c'est de physiologiquement être aux alentours du seuil, du second seuil, peut-être un petit peu en dessous. Ok, ouais, non, c'est intéressant comme, comme construction de séance. Et cette séance-là, tu la places à quel moment dans ta préparation? Elle est plutôt avant un objectif ou vraiment assez lointaine de l'objectif pour préparer le corps, du coup, à des efforts en montée et à des efforts de rythme à soutenir en course, par la suite? C'est une séance que je vais placer plutôt en début de la préparation spécifique. Donc typiquement, j'ai une phase de repos après une compétition. Ensuite, je vais revenir à l'entraînement, faire un peu de prépa générale qui soit pas spécifique pour le trail particulièrement. Et puis dès que je vais me dire là, je vais commencer mon bloc pour aller préparer, par exemple, à Saint-Élion ou une course où on va retrouver voilà, du trail avec des longs efforts. Et ben au début de cette préparation, je vais commencer à faire ce type de séance-là. Ok. Euh, dans les faits, hein, moi, la séance par rapport à Saint-Élion, donc la Saint-Élion, elle a lieu fin novembre, début décembre, et moi, j'ai fait la séance à peu près début septembre. Ok. Oui, Donc, donc c'est quand même assez loin de l'objectif. Ouais, c'est vraiment une histoire de préparer ton corps, aux efforts que tu retrouveras plus tard. Ça c'est ça. peut Ça peut être pas mal d'ailleurs parce que j'imaginais, j'étais en train de réfléchir au public à qui elle s'adresse. Et donc du coup, ça peut par contre s'adresser du coup un peu à tous les trailers, même ceux qui habitent en montagne. Absolument. Pour moi, ça s'adresse à tous les trailers. À partir du moment où on va travailler sur des efforts un petit peu longs, c'est pertinent. Même pour des efforts plus courts, je pense que ça peut avoir du sens. Euh, et effectivement, c'est vraiment une séance qui est pas du tout spécifique à une course ou une autre, elle est juste spécifique au monde du trail. Donc elle peut être réalisée vraiment, bah, enfin, elle peut être réalisée un peu n'importe quand, mais ce qui compte, c'est surtout quand on adapte, enfin, on commence à travailler sur du trail parce que c'est une séance pour le trail, c'est pas une séance avec des allures de course spécifiques.
Donc ouais, moi je la mettrais vraiment à ce moment-là, au début de la séance de la partie spécifique trail. Et puis effectivement, des gens qui habitent en montagne peuvent la faire. Mais par contre, elle est construite pour fonctionner pour des gens qui n'ont pas accès à la montagne. Euh, Si on habite en montagne, on n'a pas forcément besoin du bloc vélo et puis on peut faire un début de séance où on va faire une montée de 25 minutes au seuil 1. Ça fonctionnerait très bien aussi. Ouais, ouais. Oui, ou ça, ou si on habite en montagne, mais que voilà, le dénivelé, c'est pas encore, on n'est pas encore trop prêt à passer trop de temps en montagne, peut-être qu'on peut s'adapter. Mais en tout cas, ouais, c'est intéressant cette construction avec la transition, enfin, home trainer ou vélo, et puis ensuite course à pied avec la transition. Juste du coup, la transition, là, on est sur quoi tu veilles? Il faut juste être assez rapide en fait pour l'enchaînement des deux séances. Faut pas trop traîner, qu'on se pose pas dans le canapé. Faut pas trop traîner, non. L'idée, c'est que la transition, c'est la récupération entre les deux blocs. Donc, Mhm. bon, je le chronomètre pas, hein, c'est pas non plus hyper précis, mais l'idée, c'est de, le matin, enfin, avant de commencer sa séance, préparer ses baskets, préparer la tenue de sport pour la partie course à pied. Et dès qu'on a terminé sur le vélo, hop, on se change. Euh, j'ai fait du triathlon quand j'étais jeune, donc j'ai Mhm. encore quelques restes. Et voilà, hop, on enchaîne les chaussures et puis on part courir dans la foulée. L'idée, c'est de vraiment pas mettre de récupération, enfin le moins de récupération possible entre les deux. C'est ça qui va permettre d'avoir cette sensation de passer d'une montée très raide à un plat ou une descente où il faut courir. Si on laisse trop de temps, le corps voilà, il oublie un peu, il retombe, l'effort retombe et puis on perd le bénéfice du vélo. Ok, ok, j'imagine bien. Avant qu'on se lance, est-ce que tu peux nous rappeler les temps de corps de séance que tu as sur le vélo pour toi et du coup l'enchaînement course à pied? Et est-ce que tu pourrais nous proposer une alternative peut-être un peu moins longue, peut-être un peu moins dure pour quand même que tout le monde puisse avoir des repères et s'imaginer une séance du même type? Ok, donc en détail vraiment chaque moment de la séance du début. Ouais, juste au moins les temps d'effort que tu fais sur Home Trainer, toi, et pareil sur l'Home Trainer et du coup sur la route, et puis, enfin en route chemin, voilà. Et si tu as une version un peu plus, ouais, plus soft qu'on pourrait également s'approprier pour la réaliser de notre côté. Donc sur le vélo, je vais prendre un bon 25-30 minutes d'échauffement. Et puis ensuite un petit peu de zone 2. Moi je fais 7 minutes où je vais en haut de la zone 2 à vélo. Donc ça va être un tout petit peu plus lent que l'intensité de l'effort qui suit aux alentours du premier seuil. Ça permet de voilà, mettre le corps en mouvement, faire monter le cardio. Après ces 7 minutes-là, bah, je vais prendre une minute pour voilà, recalmer, me repréparer avant l'intervalle. Et puis ensuite, mes 25 minutes en force au premier seuil. Une fois que l'intervalle est passé, on va prendre peut-être 5 minutes sur le vélo, vraiment à mettre une bonne cadence pour refaire tourner les jambes. Et puis direct, là, je descends du vélo. J'espère en moins de 5 minutes réussir à me changer et à Mm. être prêt à partir en courant. Derrière, la course à pied, elle nécessite pas un très long échauffement, puisque le cœur, il est déjà actif. Donc un 10-15 minutes, ça suffit. Peut-être faire ce que je fais, moi, c'est une ou deux lignes droites de 15 secondes, juste pour remettre un peu de charge mécanique sur les jambes. Et puis ensuite, je vais faire bah, mes 5 fois 7 minutes, récupération 1 minute. Et Mm. puis, une fois que ça c'est terminé, je vais prendre 10 ou 15 minutes de récupération. Je suis quelqu'un qui prend peu de récupération après les séances. Je préfère mettre le volume avant. Je trouve ça plus pertinent une fois que les intervalles sont terminés. Voilà, on s'arrête, on retourne doucement au calme et puis c'est fini. Mhm. Ok, ouais, bah nickel, bonne présentation. Et du coup, la version plus simple, c'est quoi? Tu conseillerais de découper le bloc de force et de diminuer la durée ou le nombre de répétitions des allures marathon sur route? Ouais, absolument. Alors, c'est pas très difficile de faire 25 minutes au premier seuil en force. Je pense que c'est pas quelque chose qui est très difficile, mais on peut le couper. On peut faire 5 fois 5 minutes. On peut faire, voilà, on peut l'adapter un petit peu. Le premier seuil, c'est une intensité qui est quand même très très raisonnable. On peut la tenir peut-être 6-7 heures. Donc, c'est pas forcément là où ça va être difficile. C'est plutôt sur la course à pied. Moi, pour un débutant, je mettrais un peu moins de longueur, notamment si la personne prépare un effort moins long aussi. Je mettrais plutôt
4 fois 7 minutes par exemple, Ok. 4 fois 6 minutes, quitte à, si l'effort est intense en compétition pour cette personne, peut-être augmenter un petit peu les intensités. Ok. Ouais, ensuite, en fait, elle pourrait se décliner de plusieurs façons possibles. Il faut l'adapter en fonction de son profil et puis de la course à objectif, évidemment, ça fait varier. Bah écoute, on va passer un petit moment sur l'organisation et la logistique. Tu en as un peu parlé avec l'idée que tu préparais du coup tes affaires, notamment de course à pied pour la transition. Le vélo, il me semble assez pertinent de le faire sur home trainer pour que ça soit plus simple à calibrer. Toi, tu utilises que ton cardio du coup lors de cette période, enfin lors de ce moment sur home trainer pour être bien à ton SV1 ou tu checkes quand même le capteur de puissance. Alors moi j'ai un home trainer avec un capteur de puissance, donc je fonctionne à la puissance sur le home trainer et avec le mode ergo où tu sais ça te maintient la puissance. Mhm. Euh, je, je pense que enfin, c'est idéal. En fait c'est vraiment idéal d'avoir ça parce que c'est une séance qui est très longue et où on veut vraiment cibler des intensités. Donc il faut réussir à avoir quelque chose, surtout au début de la séance, qui nous maintient dans la bonne zone d'intensité. Donc ouais, moi j'utilise la puissance, je fixe la puissance à partir de mes zones de puissance, etc. Ok. Euh, et c'est comme ça que je le fais. Ça pourrait tout à fait se faire en extérieur sur un vélo. Je pense que même sur du plat, si on a peut-être un faux plat un peu montant ou qu'on met le gros braquet et que voilà, alors ça dépend hein, de la puissance qu'on est capable de générer à vélo, mais c'est peut-être possible de la faire en extérieur aussi sans une grosse montée particulière. Ouais, faut trouver un endroit où on puisse être à peu près tranquille pendant 25 minutes, mais enfin ouais, Ouais. 25-30 minutes, mais oui, ça peut être possible. Là, en tout cas, dans une logique de contrôle, c'est vrai que là, c'est l'idéal. Le home trainer, tu disais que tu connaissais tes puissances. Tu l'établis comment cette zone du coup tu l'as dit haute zone 2 du coup pour l'échauffement et du coup un petit peu au-dessus vraiment à l'interface là entre la zone 2 et la zone 3 pour ensuite la partie en force. Ouais, c'est ça. Comment tu te l'es estimé comment tu t'es estimé tes zones sur l'home trainer? Ouais, avec le home trainer, j'ai fait un test FTP, enfin test PMA FTP. Hmm, Qui estime en gros ma puissance au seuil. Et puis à partir de là, j'applique le modèle de zone et hmm, je trouve mon seuil 1, je ne l'ai pas mesuré avec du lactate, etc. Hein. C'est une estimation que je fais à partir des autres puissances. ok. Et Et puis, à vrai dire, ça enfin, donnerait combien du coup pour toi quand tu fais tes 25 minutes en force là à 60 rotations par minute, tu as combien de watts? Tu veilles à peu près être dans quelle zone? je suis autour de, tu veux dire dans quelle zone ou en nombre de watts ou En nombre de en... watts, oui, pardon. Je vais être aux alentours de 280 watts, il me semble. Ok. Ah oui, donc c'est une bonne force. Ça doit être. Oui, à la fin des 25 minutes, tu dois être quand même un peu fatigué, ouais. Ça, les jambes sont chargées. Ah, bah après, enfin, je veux dire, faut voir en fonction de mon gabarit ou Oui, c'est vrai. enfin, je suis pas immense, mais je fais quand même 1m83. J'ai un gabarit où j'ai des cuisses musclées, donc j'ai une sorte de génétique adaptée pour être pas trop mauvais sur le vélo. Faudrait que je me lance peut-être un jour. Ça se trouve, j'ai une carrière en vélo qui m'attend et je l'ai jamais exploitée. Ouais. Ah, peut-être faudrait regarder. En tout cas, il y a de la puissance. Et ce genre de séance, c'est parfait pour ce profil-là. Ok, nickel. Et l'allure marathon, du coup, ou peut-être un petit peu plus intense sur les parties course à pied, celle-ci, tu l'as estimée pareil par rapport à tes références chronométriques que tu as. Non, alors là, c'est très différent parce que moi, je mets effort marathon, mais c'est pas du tout allure marathon. Hein. En Ok. fait, quand on va être sur des chemins, on va être en trail. Les allures sont très peu significatives. S'il y a une petite bosse, une petite descente, etc., on peut pas regarder l'allure et se dire bah là c'est bon. Ou alors il faut vraiment très bien connaître ces allures à différents degrés de pente. Donc moi je le pilote au cardio. Je sais que en gros le cardio il va être plutôt bas au début, donc faut lui laisser un peu le temps de monter et puis après s'assurer à ce que le cardio dépasse pas le second seuil. Et donc, comment j'ai mesuré mon second seuil au cardio? Là, j'ai fait la méthode brute qui fait mal mais qui marche très bien. C'est j'ai couru 1 heure à bloc. Donc, sur mon semi-marathon, ça va très Oui. bien. Un semi-marathon, alors ça marche bien à mon niveau parce que moi, je le cours en à peu près 1h10, 1h11. Donc, c'est à peu près 1 heure. Ce serait peut-être plus l'allure 10 km pour quelqu'un qui est un peu moins rapide. Ou alors 15 km, souvent ça marche bien aussi. Et j'ai regardé voilà, mon cardio en moyenne sur la course, c'était combien, et ça me donne à peu près une bonne idée de l'effort que je dois pas dépasser sur ces intervalles-là.
Ouais, c'est un bon moyen, ça, je connaissais pas. C'est ouais, c'est cool comme, comme repère que tu t'es créé. C'est vrai que c'est un bon crash test, hein, pour déterminer le seuil 2. Ouais, c'est pas mal comme, comme idée. Bah, ça part du principe qu'on est capable de tenir le seuil 2 environ 1 heure. Mhm. Il y a énormément de définitions et c'est très compliqué. J'ai déjà fait avec un ami à moi quelques tests de lactate, c'était hyper dur à interpréter. Je pense qu'il n'y a pas besoin, surtout sur des efforts de trail, d'être hyper précis. Et du coup, moi, après, une fois que j'ai ces valeurs un peu de cardio, bah, je vais fonctionner au ressenti où je vais me dire, est-ce que là, si je me dis, je fais 40 bornes à cet Mhm. effort-là, est-ce que je suis capable? Est-ce que j'ai envie de m'arrêter dans 20 minutes, dans 30 minutes, dans 2 heures? Et c'est comme ça que je fonctionne. Et je pense que ça, c'est une séance où bah, ça va nous permettre de réfléchir à nos sensations et à apprendre à piloter autrement qu'avec des métriques super précises quand on n'a pas l'habitude. Donc c'est un autre intérêt de la séance. Elle commence, enfin dans la manière dont je la réalise, elle commence très très normée parce qu'on est sur de la pré-fatigue, il faut faire attention de ne pas faire n'importe quoi si on veut aller au bout. Mais ensuite, plus on avance dans la séance et plus les sensations vont prendre le pas. Je sais que moi, j'observe une belle dérive cardiaque hein, sur la séance. Sur le premier intervalle de course à pied, je dois être à 165 BPM et puis à la fin, je suis à 180, quoi. Ah ouais, non, mais c'est vrai que dans la construction de ta séance, elle est hyper logique et je pense que ouais, pour un trailer, c'est idéal parce que tu as vraiment cette première partie, ouais, bah, comme tu disais, enfin, où on fait très attention à la gestion de l'allure, mais parce que c'est juste une sorte de pré-fatigue, une fatigue musculaire. Et ensuite, tu as tout l'effort que tu fais sur les chemins de trail où là, tu es, concentré à l'écoute de ton corps. Bah, évidemment, tu as un repère sur le cardio, mais ce que tu dis là, les feedbacks que tu te poses toi-même en mode est-ce que je suis capable de faire ci pendant tant de temps et tout. C'est vrai que c'est hyper important et ça permet à tout le monde en se questionnant, de mieux gérer ses allures. Donc ouais, il y a un gros travail lors de ces séances qui peut être fait sur la gestion d'allure pendant la course. Ouais, c'est vraiment chouette ça comme, comme construction de séance. Du coup, là, sur la partie course à pied et même du coup sur la partie vélo, cardio, obligatoire en matériel, home trainer de préférence, mais on peut passer sans. Sur la partie matos, je sais pas si du coup ça fait totalement sens dans cette séance précise là, mais niveau matos, moi, vu que tu vas participer là, à la Saint-Élion, est-ce que tu t'es posé des questions, par exemple, particulières en termes d'équipement? Parce que sur une séance, je suppose, à Rennes, que tu as fait en septembre, à la limite, le short, le t-shirt et les baskets, t'en avais pas grand-chose à faire, tu as pris un peu ce qui traînait. Mais pour la Saint-Élion, est-ce que tu t'es posé ces questions et du coup, vers quoi tu te rentres en termes de matériel sur cette course? Ces questions, je me les pose, mais pas pour cette séance-là, je dirais. Oui, À voilà. part peut-être sur les chaussures. Mais en gros, là, je considère qu'on est en début de préparation spécifique. Il y a de la marge. J'ai pas besoin de courir avec le sac de trail. Éventuellement, je peux utiliser la séance comme elle est assez longue pour travailler ma nutrition un petit peu. Mais en termes de matériel, la seule chose que j'ai prévue, c'est de courir avec les mêmes chaussures que la compétition. Ok. C'est le seul matériel auquel j'ai fait vraiment attention. Et du coup, si tu as enfin, tu dois avoir une idée pour la Saint-Élion, là, tu partirais sur quoi comme modèle de chaussures Alors, je les ai pas là, juste là, mais je vais partir avec les Agravic Speed Ultra. Non, Ok. oui, c'est Terex Agravic Speed Ultra, oui, c'est ça. Les chaussures orange, alors les chaussures de Peter Engel à la CCC quand il avait fait le record. Ok. De la gamme Adidas, du coup. La gamme Adidas, c'est des chaussures qui sont des chaussures plaque carbone. Enfin, c'est pas vraiment une plaque chez Adidas, c'est des sortes de tiges qui sont dans la chaussure. Et il y a une grosse mousse, elles sont très dynamiques, ça ressemble énormément à des chaussures de route en feeling. Moi, j'adore ça. Et surtout, j'ai un avantage aussi génétique, j'ai des très très bonnes chevilles. Et c'est des chaussures qui sont très instables, donc moi, je suis capable de les supporter. Je sais qu'il y a pas mal d'athlètes qui sont pas toujours fans. Mhm. Et personnellement, moi, j'adore les sensations de ces chaussures-là, ouais. Et donc, pour courir vite sur la Saint-Élion, sur la route, dans les chemins, elles sont top. Leur seul risque, c'est que les crampons sont peu marqués. C'est des chaussures qui ont été construites pour gagner à l'UTMB ou à la CCC. Et donc, elles ne prévoient pas forcément qu'il va y avoir une pluie diluvienne, de la boue, etc. Mais tant pis, si c'est le cas, bah, je devrais m'accommoder. Ok, ouais, tu prends quand même le risque. Enfin, après, niveau météo, on sait pas, hein, pour l'instant, Je sais peut-être. pas.
peut-être que ça va tenir. On verra. Voilà. Ok, et du coup, en revenant sur la séance stricte, là, tu reprends, oui, soit tu prends le modèle de course, entre guillemets, pour t'habituer déjà à la chaussure de course, sinon tu prends une chaussure quand même un peu réactive pour te faire les intervalles. Oui, oui. Oui, Je fais aussi, on pourrait faire la séance en chaussures de route. Moi, j'ai des chaussures, moi, je cours beaucoup avec des chaussures typées compétition. Donc, oui, je prendrais des chaussures réactives. Euh, Vu que c'est quand même un effort assez rapide, proche de son second seuil, je pense qu'on peut prendre des chaussures orientées au moins entraînement rapide. ok, nickel. T'en as parlé un petit peu précédemment, vu que c'est quand même assez long, on a une bonne heure sur l'homme trainer et après, quand on fait la version longue, là, 5 fois 7 minutes. Si on a un peu voilà, d'échauffement de ligne droite avant et un peu de récup, ça doit quasiment être pas loin des 1 heure aussi. Du coup, ça fait une belle séance d'au moins 2 heures. Ce On est, niveau ouais. nutrition, tu pars comment pour du coup tenir le choc sur ces 2 heures d'entraînement? Alors, pour moi, il faut se nourrir pendant la séance. Il faut prévoir quelque chose. Sur le home trainer, c'est pas très compliqué. On peut avoir un bidon vraiment adapté en fonction de ce qu'on a à la maison. Si c'est sur home trainer, c'est très simple de se ravitailler et puis ça s'absorbe assez facilement. Il faut quand même avoir en tête qu'on va avoir la course derrière, donc faut prendre quand même de la nutrition qui sera adaptée à la course. Moi, ce que je fais, c'est que je prends 500 millilitres d'eau avec, enfin, de boisson isotonique. Donc, ça doit faire à peu près, je sais pas, 30 grammes de glucides sur la première heure. Mm. Et ensuite, je prends deux gels pour la partie course à pied. J'en mange un direct au début, donc pendant l'échauffement, et puis un second pendant les intervalles. Ça, c'est plus aussi pour travailler le fait d'absorber des gels à haute vitesse. Oui, ouais, du coup, ouais, tu fais attention de le prendre pendant l'effort, le deuxième gel. Ouais, je préfère le prendre pendant l'effort, souvent au milieu d'un intervalle. Moi, j'en fais 5, tu vois, je me dis au deuxième intervalle ou au troisième. Je saurais même plus te dire exactement. Oui, oui. Mais le sortir le gel de son... Alors moi, ce serait dans un sac pour la Saint-Élion, mais là, sortir le gel de la poche, l'ouvrir, réussir à manger, etc. Quand on court, enfin, pour donner un ordre de grandeur, je pense que moi, la séance, les intervalles, je cours aux alentours de 3,40. Bah, faut quand même réussir à maintenir son allure avec les pierres, les chemins, les virages, etc. Et donc, c'est intéressant de s'habituer à faire ça. Ah oui, oui, faut essayer de coller le plus possible à ce qu'on peut retrouver le jour de la course pour y performer. Donc oui, c'est vraiment le moment propice quoi, de se ravitailler dans les moments, bah, voilà, à l'effort, quoi. Ça colle parfaitement à ce qu'il faut faire le jour J, donc c'est une bonne idée. Bah écoute, en termes de présentation, c'est pas si mal. Je pense qu'on a fait presque le tour. J'aimerais juste qu'on essaie de revenir cette séance-là. D'où est-ce qu'elle vient? Comment tu te l'es construite et comment tu te l'es appropriée cette séance? Alors, cette séance, donc moi, je suis pas du tout coach, hein, donc je l'ai vraiment récupérée de d'autres personnes. La séance, elle vient de Simon Gosselin, donc, qui est un coach qui est très connu dans le monde du trail. Il entraîne Rémi Bonnet, Baptiste Chassagne, enfin, il a plein d'athlètes. Et il est aussi lui-même athlète. Et en fait, il avait construit cette séance du coup bah, pour Baptiste Chassagne, qui s'entraînait un moment dans de la famille à lui dans les Landes, donc dans un terrain tout plat. Et en fait, je me suis dit, mais attends, c'est une super bonne idée, comment il a fait la séance. Alors, il faut savoir qu'à l'origine, elle était à inverser la séance, c'est-à-dire que Baptiste, quand il a fait la séance, il l'a fait d'abord la course à pied, puis le vélo. Mhm. Euh, mais moi, dans mon contexte de Saint-Élion, c'était plus pertinent de mettre les montées avant, parce que la Saint-Élion, ça monte d'abord, puis ça descend. Ok. Donc la séance, elle vient de là. Euh, c'est pas exactement les mêmes durées. Je crois que le 25 minutes au seuil 1, j'ai repris tel quel. Et il me semble que Baptiste a fait des intervalles de seuil un peu différents. Mais globalement, en termes de volume, c'était à peu près similaire. Et pareil, alors c'est dur de savoir exactement à quel moment ils ont placé ça dans la préparation, mais il n'y avait pas de compétition proche, donc je pense que c'est pour ça que c'est une séance qui est assez générique et qui se place plutôt en début de préparation spécifique. Ok. Ouais, non, hyper intéressant. C'est vrai qu'ils partagent un petit peu Simon Gosselin et même Baptiste Chassagne partagent un petit peu des fois des séances. Donc c'est vrai que c'est chouette de piocher dedans. Et puis comme tu l'as fait, toi, tu t'en inspires et puis tu te la refais à ta sauce pour que ça colle à ton contexte et à ton objectif. Donc
C'est chouette, c'est un peu l'idée du podcast aussi, quoi, d'utiliser ce qu'on retrouve à droite à gauche pour construire nous-mêmes nos séances. Mais la séance, elle est disponible. Alors, soit c'est sur Strava directement, soit c'est sur Miles Republic, où Baptiste Chassagne il a détaillé justement toute la séance. Et donc ça, bah, pour moi qui aime bien regarder comment s'entraînent différentes personnes, je recommande pas forcément de prendre ce que font les pros et de copier-coller. Il y a toujours un contexte, etc. Mais pour comprendre comment ils adressent ce type de problème, bah là, je suis en vacances dans un pays tout plat, comment je m'entraîne quand je suis un athlète de très très haut niveau, bah, il y a beaucoup de choses à apprendre et donc bah, je le remercie d'avoir partagé tout ça dans ses articles pour que moi je puisse derrière m'en inspirer aussi. Alors du coup, si on essaie de faire le rappel de la séance, c'était une séance de seuil mixte, comme tu l'as dit, avec un enchaînement de deux sports consécutifs. On commence par une partie vélo, principalement sur home trainer. Enfin, on peut la réaliser principalement sur home trainer, comme ça permet de contrôler l'effort avec un corps de séance de 25 minutes autour du SV1 en force, donc avec peu de rotation par minute, au moins enfin, au max 60 rotations par minute. Ensuite, on descend du vélo sans trop tarder pour ensuite enchaîner un effort de 5 fois 7 minutes à effort marathon. Et on insiste sur le effort marathon en course à pied sur du coup un terrain varié qui se rapproche du terrain qu'on pourrait retrouver sur une course de trail. Et donc cet effort marathon, voilà, il faut comprendre que on est dans quelque chose qu'il faut être capable de tenir pendant un effort suffisamment long de 3 4 heures. Donc c'est quand même à la fois intense, mais il faut voilà, respecter ces allures pour venir à bout de cette séance qui en tout dure à peu près 2 heures. Un bel enchaînement pour et se fatiguer musculairement sur la première partie et être capable de mettre du rythme allure de course dans la deuxième. Est-ce que c'est Super bien résumé, ouais, bravo. à peu près ça? Ok, bon bah nickel. On va essayer de rentrer dans le deuxième temps de l'épisode, du coup le déroulement. Et là, du coup, on va vraiment être en immersion avec toi. Euh, comment tu fais pour découvrir cette séance? Quoi, tu utilises un calendrier, une planification particulière, une application particulière pour suivre tes entraînements? Et voilà, quel est le sentiment quand tu retombes sur cette séance que tu t'es programmée? Alors j'ai pas une grande surprise vu que c'est moi qui me la programme. Ok. Bon, je sais quand je vais la faire et pourquoi je la fais là parce que c'est moi qui l'ai mise. Je me lève pas le matin en me disant ah aujourd'hui que m'a mis le coach. Non. Mhm. Mais par contre, j'utilise une plateforme qui s'appelle Intervals, qui est un équivalent de un peu de Training Peaks, qui est construit par je crois que c'est un Britannique qui doit être fan de vélo et de triathlon et qui construit ça. Et c'est hyper complet, c'est très geek. Moi, j'adore analyser toutes les datas, donc la séance, je la positionne là-dessus dans mon plan d'entraînement pour ma prochaine course. Ok. Et du coup, quoi, c'est une séance que tu aimes, cette séance-là, un peu d'enchaînement, ou est-ce qu'il faut te Ouais, motiver? alors, bah, le jour J où je la réalise, j'ai dû me motiver, j'ai dû la faire avant le boulot le matin. Hmm. J'ai fait le home trainer, il faisait nuit, c'était assez voilà, fallait se motiver, quoi, fallait vraiment avoir envie. Mais par contre, j'ai vraiment adoré la réaliser. Je me sentais très très fort ce jour-là, donc je me sentais volé, je me sentais en forme, donc c'est une séance que pour l'instant j'aime bien. Je l'ai pas faite beaucoup. Mais j'ai fait d'autres enchaînements vélo-course et je trouve qu'en général, c'est des séances qui sont assez agréables parce que on court pas si longtemps que ça et du coup, les sensations sur le corps sont très différentes. Le fait de mixer les sports, ça fait passer le temps plus vite. Je trouve que les 2 heures de séance, voilà, ça passe très rapidement et on les voit à peine passer. Donc non, en tout cas, c'est une séance que j'ai adorée. Ouais, je sais pas si le mot ludique conviendrait vraiment à cette séance, mais c'est vrai que cet enchaînement des deux sports, ça permet souvent ça donne finalement des échéances assez courtes sur les 2 heures. Et ouais, le temps doit passer assez vite. Est-ce que, avant qu'on aille un peu plus loin, cette séance-là, tu disais que tu l'as placée du coup en début de préparation pour se lancer sur une prépa trail. Est-ce que du coup, t'attaques tout de suite par ce type de séance-là ou, enfin, comment dire, est-ce que cette séance-là, elle a une version plus courte que tu as placée une semaine avant ou 2 semaines avant et celle-là, c'est un peu la fin du cycle où tu enchaînes deux entraînements
et home trainer et course à pied? Ou est-ce que non, Oui. t'attaques direct ce genre de séance avec 25 minutes en force et 5 fois Non, 7 minutes? non, non, t'as tout à fait raison. Donc, elle se place effectivement en début, mais ça doit pas être la première séance qu'on réalise quand on commence à se dire je me lance dans un entraînement trail. J'ai effectivement fait une progression avant de différentes séances mixtes, donc des versions un peu allégées, comme j'ai pu présenter tout à l'heure, où on couperait la partie endurance de force en plus petits blocs. Et pareil, avant de faire 5 fois 7 minutes euh, proche de son seuil 2, je vais être avant à plutôt des efforts un peu plus courts. Alors moi j'avais fait, je pense, un 15 minutes de seuil non-stop, et puis après j'avais progressivement monté d'environ 15 minutes de corps de séance jusqu'aux alentours de 30 minutes sur 3 séances. Je pense que c'était la quatrième séance que j'ai réalisée de ce style-là. Ouais, non, c'est bien que tu le dises, que ouais, il y a toute une réflexion dans ton entraînement et que ça, c'est une sorte de séance un peu finale pour passer à autre chose par la suite de ton entraînement. Ok, et puis bah, du coup, vu que j'ai l'honneur de parler et à l'athlète et au coach, qu'est-ce que le coach Baptiste, il se met comme point de vigilance, comme critère de réussite, où il dit à son athlète, voilà, faut faire attention à ça, ça et ça. Qu'est-ce que tu te mets comme garde-fou? Alors moi, ma manière de fonctionner, elle fonctionne à la cote d'effort. Donc c'est un peu, on retrouve aussi le RPE, mais j'ai l'impression que certaines fois le RPE, au sens où moi je l'entends, un peu compris différemment. Moi, la cote d'effort, c'est vraiment à la fin de ma séance, une fois qu'elle est terminée, je me pose et je prends un peu de recul et je me dis, ok, quelle note sur 10 je donnerais en termes de fatigue générée par la séance. Et donc là, je vais mettre une note pour une séance comme celle-ci, c'est environ 7 ou 8 sur 10. On est quasiment sur un, ouais, je dirais un 7,5 là à peu près, parce que c'est quand même pas la première que j'aurais fait à vélo. Pour les séances un peu avant où il y a la progression, on va plutôt être sur 7. Là, comme on est sur la fin de la progression, plutôt 7,5, quasiment 8. Et donc c'est un peu différent où certaines fois on utilise le RPE pour se dire... par exemple, je dois être à un effort de 7 sur 10 pendant tant de temps. Là, c'est vraiment l'intégralité de la séance que je note sur 10. Et je sais que mon niveau de fatigue généré par cette séance ne doit pas dépasser les 7 ou 8 sur 10. C'est ça vraiment ma façon de savoir si j'ai réussi la séance. Et puis aussi si je l'ai terminée. Et des fois, si je l'ai terminée mais que j'ai dépassé ça m'a demandé trop, bah, je vais considérer elle est pas réussie. Et du coup, que je vais devoir adapter mon entraînement pour pouvoir continuer parce que j'ai généré trop de fatigue sur une séance comme ça. Ok, ouais, c'est vraiment, je pense, une qualité que tu as, de réussir à s'évaluer, à s'auto-évaluer, et du coup à s'auto-rectifier dans l'entraînement qu'on s'est planifié soi-même. Souvent, c'est dur d'accepter enfin, c'est dur. On a été trop fort. Il faut être capable de se rendre compte qu'on a été trop fort et surtout par la suite de remodifier un peu la suite des entraînements de la semaine ou des 10 jours qui suivent parce que sinon, en effet, ça peut compromettre une progression plus générale, quoi. Donc, non, c'est pas mal. Et ce temps de repère que tu te donnes à la fin de l'entraînement pour vraiment y réfléchir, je pense qu'on en reviendra dans le bilan de la séance, mais ouais, c'est important de se poser la question. Et dernière petite question avant qu'on enfile réellement les chaussures de vélo. Est-ce que, vu que c'est une sorte d'enchaînement, est-ce que tu fais une sorte de visualisation de ta séance avant de la réaliser ou pas? Ou je suis le seul fou à faire ça. Mais j'ai Alors, tendance, moi, à me dire, OK, il faut que je fasse ça, 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 et je me remets toutes les étapes un peu que je dois réaliser. Est-ce que tu te fais une visualisation de l'entraînement, voilà, idéal pour vraiment fluidifier son déroulement? Et du coup, à quoi ça ressemblerait dans ta tête si tu le faisais? alors, la visualisation que j'ai, c'est plutôt logistique pour être sûr que je perde pas de temps. Je vais visualiser, attends, là je monte sur un vélo, mais dans 1 heure, j'aurai besoin de quoi? J'aurais besoin de prendre mes gels, de prendre peut-être une ceinture pour avoir mon téléphone parce que la séance est longue. Si j'ai un petit souci, il faut mieux que je puisse contacter quelqu'un, etc. Après, sur une séance qui est un peu longue comme ça, j'évite de trop visualiser comment je vais me sentir à la fin, sinon c'est un peu démotivant. Mais par contre, il y aura d'autres séances où effectivement, moi j'aime bien réfléchir en amont à comment je vais être à tel moment et que du coup, c'est à ce moment-là qu'il faudra que je sois focus et concentré parce que cet entraînement-là,
il a pour objectif de travailler dans tel état de fatigue ou tel état de difficulté. Et du coup, effectivement, moi, je fais pas mal de visualisation de séances aussi. Donc, Ok. ça peut être un truc intéressant, notamment sur le vélo. Ça peut être un peu long sur le home trainer de commencer à réfléchir à, OK, quelles vont être mes sensations, sur la partie course à pied. Ok, ok. Oui, donc c'est plus d'un point de vue logistique sur cette séance. Ouais. Vérifier que ça va bien être fluide entre les deux étapes, l'enchaînement vélo, course à pied. Nickel. Et bah écoute, on est bon pour partir sur l'échauffement de notre séance. Est-ce qu'avant l'échauffement, tu as une routine de mise en route, de mobilité que tu fais ou juste tu te prends ton café et c'est parti? Alors, si j'avais tout le temps que je voulais devant moi, je ferais de la mobilité. Ouais, j'ai une super vidéo d'un club américain que je regarde régulièrement pour faire de la mobilité. Je ferais ça. Là, dans les faits, le jour J de la séance, je me suis levé tôt. J'ai pas la force de faire ça, donc je vais l'adapter. Sur le vélo, je vais partir sur le home trainer. On peut planifier une séance avec un gradient de puissance qui augmente doucement. Donc, je vais l'inclure dans l'échauffement, cette partie réveil musculaire. Sur les 5-10 premières minutes de vélo, je vais faire tourner mes jambes, je vais dérouiller un peu tout mon corps pour être plus à l'aise. Ok, bah du coup parfait. On est sur la première partie du corps de séance, l'échauffement. T'en as un petit peu parlé pendant la présentation, il me semble. C'était une bonne trentaine de minutes avec juste un peu de SV1 sur la fin. C'était bien ça? Ouais, un tout petit peu, oui, c'est ça, de la zone 2, un peu moins que le SV1 Ah, même. ok. Je, Et je connais plus les pourcentages de fréquence cardiaque, enfin, pardon, de puissance exacte, mais si je peux éventuellement te les trouver. ouais, bah non, mais ça, je crois que ouais, dans ce que tu avais dit, c'était ça. Ouais, tu faisais de la zone 2 sur la fin pour un peu tout activer. Pas de... Donc l'échauffement, voilà, il consiste juste à augmenter un peu l'intensité avant de partir sur la force. Pour l'échauffement de course à pied, tu en avais également parlé. C'était un truc assez simple aussi, avec un petit peu de ligne droite juste avant, c'est ça? C'est ça. Donc, ça va être. Alors, moi, je mets aux alentours de l'échauffement de la course à pied. On peut déjà courir un peu vite. On n'est pas obligé de faire cette partie de gradient de puissance, d'intensité comme en vélo. Je partirai en course à pied directement sur voilà, une zone 2 classique. Moi, j'avais mis 75% d'allure de seuil. Euh, Mhm. et après, là, c'est plus. Enfin, je pense pas que ce soit une bonne idée de donner des chiffres précis. Dites-vous aux alentours du bas de votre zone 2 pour débuter l'échauffement, c'est suffisant. Ok, nickel. La séance que tu as sur l'home trainer, tu la rentres dans ton compteur du coup? Alors, oui, je la rentre dans le. Moi, j'utilise MyWhoosh, Ok. qui est un logiciel comme Zwift un peu. Donc, je la rentre dans le logiciel et ensuite la puissance est fixée. Donc en gros, moi j'ai juste à gérer ma cadence en fonction de ce que j'ai prévu. Et puis j'ai des indications sur l'écran qui me disent quelle cadence je suis censé faire à quel moment. Euh, mais la puissance est fixée, donc peu importe comment je pédale, je vais toujours générer la puissance qui s'attend. Donc c'est pour ça que ça permet de bien contrôler. Ok, nickel. Et pendant les 25 minutes d'effort, il n'y a pas une fourchette que tu t'autorises, tu pars pas un petit peu plus, un peu moins fort en watts, tu te mets direct au watt que tu as estimé du coup autour de ton watt du SV1 là, Ouais, et tu les maintiens tout le long. ouais, je les maintiens, c'est ça. Je les maintiens vraiment. Ok. Enfin, sur les 25 minutes et en mettant vraiment le focus sur la cadence. L'idée, c'est d'avoir à peu près 60 en moyenne. Alors, c'est très difficile hein, sur un entraîneur de faire 60 en continu. On va monter à 65, on va redescendre en dessous. Je ne suis pas un expert de la partie vélo et j'irai pas challenger. Est-ce que c'est intéressant de faire moins de cadence, plus ou pas, etc. Mhm. Là, j'ai pas les compétences. Donc, je suis resté sur quelque chose d'assez classique qui est largement documenté, c'est que l'endurance de force se fait aux alentours des 60 RPM. Ouais, et toi, tu le sens vraiment sur cette partie, du coup, au bout des 25 minutes, est-ce qu'il y a une perte de fluidité du geste? Est-ce que tu sens que tu as du coup, des muscles de tes jambes, certains muscles qui travaillent vraiment beaucoup plus? Ah oui, alors en fait, c'est très particulier comme sensation, surtout si on en fait très peu. On a vraiment les quadris qui sont chargés. On sent que on a l'impression qu'ils sont doublés de taille un peu et
c'est pas forcément très dur, mais musculairement, c'est demandant, quoi. Ouais, Et c'est une t'as entamé. sensation qui est... Pardon. Ouais, du coup, ça entame vraiment sur la fin des 25 minutes. Oui, j'imagine bien que les jambes, elles doivent. Enfin, une sorte de lourdeur, non? Ouais, c'est vraiment, on a les jambes lourdes. Franchement, c'est pas difficile. On se dit pas, oh là là, je pourrais pas faire plus. C'est juste que les jambes sont lourdes et puis c'est vraiment particulier comme sensation. On sent je sais pas, elle se gorge de sang. Ou ouais, physiologiquement, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais en tout cas, on sent que les jambes sont plus lourdes et que musculairement, on a fait travailler vraiment le muscle de manière forte. Et on sent il y a peu de sollicitation cardiovasculaire par rapport à Hmm. la sollicitation musculaire. Ouais, c'est C'est ça. vraiment un effort ouais, musculaire. Et je me posais la question par rapport à ce que tu disais sur le cœur. Est-ce que tu observes quand même une dérive cardiaque, du coup, au cours de cet effort de 25 minutes? Oui, sur la séance, je l'observe parce que, bah, mais ça, c'est peut-être lié au fait que le matin, enfin, le moment où on fait la séance, ça joue. Mais forcément, quand on fait un effort long comme ça, surtout quand on est autour de son premier seuil, au début, on va être vraiment, d'un point de vue cardiaque, dans des zones qui sont en zone 2 cardiaque, même si en puissance, on est au-dessus. Et puis, on va avoir le cœur qui va monter au fur et à mesure pour aller chercher la bonne intensité. Enfin, l'équivalent de l'intensité. Le cœur, il est toujours un peu plus lent à monter que l'intensité qu'on lui met. Et est-ce que tu veilles sur la fin des 25 minutes à pas trop monter en cœur? Si tu montes un peu trop en cœur, est-ce que tu aurais tendance à quand même diminuer un peu les watts ou de toute façon tu maintiens quand même tu maintiens quand même les watts, ça fait partie du jeu. La montée, si tu devais la faire, la montée de toute façon, elle continuerait de monter, elle serait pas moins pentue, donc tu Euh, maintiens. je pense que ça dépend à partir de quand la dérive, on la voit. Si on a déjà fait 20 minutes et que là, ça commence à déborder un petit peu, on peut se laisser, bien sûr, on peut se laisser quelques BPM de marge. Je pense qu'il faut pas non plus aller trop dans l'ingénierie précise. Par contre, si au bout de 10 minutes, on est en train d'approcher son deuxième seuil, là, il faut revoir les watts. C'est qu'on a fait une mauvaise estimation. Comme le seuil 1 est pas facile à estimer, il- les tests qu'on utilise, c'est pas forcément. Enfin, il y a que le lactate qui permet vraiment de le déterminer assez précisément. Faire un test VMA, par exemple, ça donne très peu d'indications sur le premier seuil. Donc, ça se peut qu'on se trompe au début et qu'on ait besoin d'ajuster les watts pour que ce soit plus précis et qu'on soit dans la bonne zone d'intensité. Oui, surtout que là, l'objectif de la première partie, c'est quand même de globalement beaucoup charger les muscles et pas forcément de travailler des qualités autres. Donc, ouais, on est bien en Ouais, endurance de force sur cette partie-là. Juste, ouais, il faut faire attention. dernier petit point que je me pose comme question sur cette partie-là. Est-ce que d'un point de vue position sur le vélo, tu veilles à quelque chose? Est-ce que tu t'adoptes une position particulière? Je sais pas si j'ai souvenir d'avoir vu un trailer sur un home trainer et vraiment je me disais il y a une position qui est très étrange. Mais après coup, je me suis dit peut-être que c'est en lien avec, voilà, peut-être pour charger d'autant plus les muscles associés au trail, à l'effort en montée. Donc je sais pas, est-ce que toi tu veilles en tout cas à une position particulière sur le home trainer? Moi, je fais pas particulièrement attention à ma position. J'essaie de respecter une position classique de vélo. Hmm. Euh, je vais pas aller penser à comment je peux mettre ma position pour qu'elle soit plus spécifique à du trail. Je pense que là, il faudrait prendre plus de temps pour réfléchir à comment ça fonctionne Ouais. et avoir plus de recul. Mais aujourd'hui, je recommanderais de faire la séance avec une approche vélo classique. À la limite, si on est un triathlète et qu'on veut le faire sur un vélo de chrono, peut-être, pourquoi pas, Hmm. mais ouais, pas de particularité sur la position de mon côté. Ouais, non, je pense que oui, bien posé sur le vélo, avec une bonne, un bassin bien stable sur la selle pour bien tirer et bien pousser, c'est l'objectif principal sur cette partie home trainer. Ok, nickel. Et donc, si on enchaîne chronologiquement, on t'a dit que tu avais une petite récupération sur le home trainer, mais très légère, genre 5 minutes. Oui, ça je l'ai construit petit à petit. Je me rendais compte en faisant ma petite progression que en fait si je laisse trop de temps sur le home trainer, bah finalement c'est un peu comme si au bout de ma montée je prenais 15 minutes de récup à attendre de commencer à courir en trail. Du coup je trouvais ça plus pertinent de réduire un peu, alors laisser un peu quand même de temps pour se tourner les jambes et voilà pour pas avoir
pas que ce soit trop violent de choquer l'organisme en sortant du vélo direct après l'effort. Mais oui, du coup, un retour au calme après le vélo très court, puisque la séance n'est pas terminée de toute façon, et qu'on va prendre en plus 5 minutes de récupération au moins pendant la transition. Oui. Donc voilà, ça peut être même 2 3 minutes, c'est juste histoire de faire redescendre un peu l'effort et se préparer pour être bien lucide sur la transition. Eh oui, ouais, parce que du coup, on enchaîne directement. Comment ça Ouais. se passe niveau sensation, niveau fluidité? T'as vraiment voilà, on descend, on déchausse, on enfile le short et les baskets. En termes de fluidité, est-ce que tu te fais des feedbacks à ce moment-là? Non, en vrai, je me prends pas non plus trop la tête. L'important, c'est surtout qu'on soit efficace. Mais effectivement, à force de faire des séances de ce type-là, on commence à développer un peu une efficace. Enfin, et comme un triathlète qui construit sa transition, on se rend compte de ah, mais là, je peux aller beaucoup plus vite en enlevant ça d'abord, etc. Ou en positionnant tel truc à tel endroit. Mais je suis pas dans une compétition, donc c'est pas grave. Si je prends une minute de plus, bon, bah, je prends une minute de plus. Et puis normalement, 1 heure de home trainer avec un intervalle comme ça, on reste quand même assez lucide. Donc le plus dur, c'est juste de se dire, allez, j'y vais, et de pas procrastiner en se disant, là, je suis en récup, je vais regarder, je sais pas, on se pose, on regarde sa séance sur Strava de vélo qu'on vient de terminer, ou des choses comme ça. Ça, c'est des trucs qui peuvent arriver facilement. Donc, c'est vraiment juste de se dire, la séance n'est pas terminée, je perds pas de temps et j'y vais parce que sinon, je vais jamais sortir de chez moi. Surtout Ouais. quand on est au chaud sur son home trainer et que dehors il pleut et qu'il il faut sortir. Ouais, je vois, j'imagine bien le problème. Donc ouais, non, faut vraiment te concentrer jusqu'au bout. Faut finalement le prendre comme une première partie d'entraînement et pas comme un entraînement déjà réalisé Ouais. pour passer au l'autre. Et donc une fois que les chaussures sont mises, là, les premiers pas dehors, ça se passe comment niveau sensation? C'est fluide, ça tourne, Alors, la course à pied est fluide. alors ça, pour les triathlètes, c'est la même sensation qu'un triathlète à la T2, du coup. Ça m'a rappelé quand je faisais du triathlon quand j'étais petit. On a cette sensation d'avoir des cuisses énormes qui répondent bizarrement. Après, comme il y a un peu de récup, etc., ça passe assez vite. Et puis peut-être mon passif de triathlon fait que moi je le ressens moins, mais je pense que pour quelqu'un qui a jamais testé, ouais, il y a une sensation un peu bizarre dans les cuisses. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le cœur est direct haut. Moi, quand je vais partir en séance, en échauffement, en course à pied, habituellement, ça prend bien 5 10 minutes avant que mon cœur monte et se mette à l'effort. Donc habituellement, sur un jog comme ça, je vais être autour, je sais pas, 120 BPM à peu près pour donner un chiffre. Et puis là, je sors de la séance, je mets les chaussures, je fais 100 mètres et je suis à 145, quoi. Mhm. Parce que le corps est prêt, il est déjà dans l'entraînement, donc c'est une façon d'aborder la course à pied qui est très différente de ce qu'on voit d'habitude. On est directement dans les forces, pour ça que je pense que l'échauffement a pas besoin d'être super long. Et du coup, d'ailleurs, ça m'y fait penser. En termes d'enchaînement, tu pars sur, du coup, assez rapidement sur tes 7 fois 5 minutes. Non, 5 fois 7 minutes. 5 x 7. Tu fais attention à quoi, du coup, sur la course à pied, à mettre du rythme? Parce que souvent, moi, ce que je remarque après le vélo, quand tu vas tu passes à la course à pied, ouais, t'es un peu pâteau, t'es un peu lourd, tu cours un peu, t'as l'impression que tes jambes, elles font tu cours carré un peu, enfin, je sais pas, c'est un peu Ouais, c'est étrange. ça. Du coup, tu veilles à quoi? Tu te dis, faut que je mette du rythme en termes de fréquence de pas. Comment tu fais pour être du coup ni trop en termes d'effort cardiaque et en même temps réussir à décoincer tes jambes au cours des répétitions? Bah, en fait, on veut que les jambes soient un peu coincées, on cherche cette sensation-là, puisque on va avoir le même genre de sensation si on fait du trail et qu'on a une grosse montée. Hmm. Donc l'idée, c'est de réfléchir à comment je peux adapter ma course pour que je sois capable de courir plus vite par la suite. Donc effectivement, on peut se dire j'augmente un peu ma fréquence pour voir si ça fait passer cette sensation-là. On peut se dire est-ce que je ralentis, je fais un entraînement, un échauffement très lent, le temps que les sensations s'améliorent. Je pense que là, c'est assez personnalisé. L'athlète, va falloir qu'il réfléchisse à comment il construit ça et qu'est-ce qui lui convient. Mais oui, ça peut être une très bonne idée d'augmenter un peu la cadence. Si, enfin, comme on a fait de toute façon une cadence très lente, là, d'un coup, remettre du rythme, comme tu dis, mettre de la cadence, ça va aider, je pense, à faire circuler le sang et à faire disparaître cette sensation de jambes un peu pâteau.
Là, c'est vraiment une séance complète quand on la réfléchit dans sa globalité. Pour apprendre sur soi et du coup être plus performant en trail, parce que tu l'as dit dès le début, il y a la gestion allure marathon où il faut être assez ouvert sur son comment on se ressent pendant qu'on fait l'effort, se poser la question de est-ce que je pourrais maintenir cet effort pendant tant de kilomètres. Et là, comme tu dis, on en apprend également sur ses sensations. On a des jambes, voilà, on n'est pas tôt. Comment on fait pour quand même maintenir une bonne vitesse? Et là, tu as abordé plusieurs pistes. Ouais, on peut un peu ralentir pour pouvoir ensuite remettre un peu de rythme. On peut tout de suite mettre un peu de cadence. Voilà, ça se construit. Toi, du coup, t'es quel style de coureur quand tu arrives sur tes répétitions? Qu'est-ce que tu te dis en priorité? Moi, je vais mettre un peu de cadence, effectivement. Et puis après, dans la manière dont je vais aborder les répétitions, c'est que je vais les faire progressives. C'est une séance qui, je trouve, fait quand même assez peur quand on la voit. Et contrairement à juste le 5 fois 7 minutes, euh, quand on arrive déjà fatigué, bah en fait, c'est beaucoup plus simple, je trouve, de se dire, OK, le premier, j'y vais doucement parce qu'en fait, je suis en terrain inconnu. Je fais pas enfin, c'est rare de faire du vélo avant d'aller faire des séances de seuil. J'ai des sensations bizarres dans les jambes. Faut que je fasse attention, faut que je comprenne comment ça marche. Et donc souvent, je vais commencer plus doucement la partie course à pied. Ça me laisse un intervalle pour réfléchir à mon ressenti, voir le cardio, comment il fonctionne. Est-ce que je suis capable de courir correctement? Est-ce que j'ai les mêmes réflexes sur les cailloux, etc. Et puis progressivement, je vais prendre confiance dans les intervalles et puis me rapprocher de l'effort visé. Ça aide aussi à aller jusqu'au bout de la séance en gardant la cote d'effort aux alentours de 7-8 maximum. Ouais, nickel, être bien en gestion sur le début et ensuite ça va devenir motivant en effet ouais, si tu sens que les sensations s'améliorent un peu, que le rythme augmente un peu, ouais, ça doit être vraiment une source ouais, de motivation et du coup ça te permet d'aller jusqu'au bout de la séance finalement, même si elle paraît copieuse en effet sur le papier. Une fois que c'est fait, tu dois être super content de l'avoir Ouais. passé celle-là. Et puis un autre point qui peut être un peu particulier, c'est tout l'aspect biomécanique de course. Comme on vient de sortir du vélo, notre cœur, lui, il a déjà 1 heure d'effort. Par contre, nos jambes, enfin nos muscles des jambes, ils ont aussi des efforts, mais nos tendons, toutes nos structures articulaires, elles n'ont pas encore cet effort-là, et il y a un décalage entre les deux. Et ça aussi, c'est quelque chose qui aide à faire la séance en gestion, parce que enfin, moi, c'est quelque chose où j'étais un peu inquiet. Je me dis, attention, faut faire attention, mes tendons, ils sont peut-être pas prêts. Ce que je trouve cool dans cette séance, c'est que c'est assez facile de la faire progressive parce qu'elle a cette partie vélo où c'est très différent et donc on est un peu en terrain inconnu. Ok. Ouais, je pense que en effet, après, comme tu le disais, c'est une séance que tu as déjà répétée, que tu as construit. Mais je pense que ouais, faut l'apprivoiser et elle peut nous rendre vraiment beaucoup de bénéfices. Donc à vraiment à essayer de placer, je pense pour les athlètes qui n'ont pas de boss à disposition pour le trail, ça peut être vraiment hyper intéressant en termes d'apprentissage. J'avais une dernière partie sur le déroulement de la séance. Tu en as parlé brièvement de tout ce qui était nutrition et hydratation. Sur l'homme trainer, c'est à peu près facile, tu as tout à disposition. Tu étais autour des 30 grammes à l'heure, avec du coup pas mal d'eau, je suppose. Est-ce que tu fais sur l'homme trainer à une quantité particulière? Et pareil, comment tu fais sur la partie course à pied? Tu m'as dit qu'il y avait 2 gels, ça fait à peu près combien en termes de sucre apporté? Alors, les 2 gels, je pense que ça me faisait 80 grammes au total. Ok. Euh, et puis, effectivement, c'est bien d'avoir une petite gourde. Moi, j'avais une gourde de 500 millilitres en plus pour aider à absorber les glucides. Sur une séance comme ça, où on n'est pas forcément en prépa spécifique, je pense qu'il n'y a pas nécessité de faire la même nutrition que sur une compétition. Il n'y a pas forcément besoin, sauf si on veut vraiment travailler ça, et c'est possible de le faire, mais c'est pas nécessaire, d'aller chercher des hauts grammages, je sais pas, 80, 90 ou plus grammes de glucides par heure, qui sont ce qui est recommandé hein, pour performer par la science, si on arrive à les atteindre. Mais par contre, au moins mettre un peu de nutrition pour favoriser
la durabilité sur la séance, être capable d'avoir le carburant nécessaire pour aller au bout, parce qu'elle dure quand même 2 heures, et ensuite éviter de vider trop ses stocks de glucides, ce qui permet d'avoir une meilleure récupération derrière. Donc sur la nutrition, euh, je vais pas chercher un grammage particulier, je vais juste chercher à m'alimenter un minimum sur les deux blocs. Et je trouve que la nutrition, je l'ai travaillé un peu plus en course à pied, du coup, parce que c'est là où c'est un peu plus difficile. Mais on peut aussi mettre l'accent sur le vélo en fonction de si on a du mal à manger sur la course. Ok, ouais, tu fais attention globalement à avoir suffisamment d'apports pour que les séances se passent bien et que ça puisse te permettre de continuer tes entraînements au cours de la semaine, quoi. C'est ça, Ok. c'est la récupération. Bon, bah nickel, on est pas mal. Juste au niveau du ressenti final sur cette séance, t'en as un petit peu parlé, mais c'est quoi le plus dur? C'est musculairement, cardiaquement ou mentalement? Qu'est-ce qui Non, te... le plus dur, c'est la longueur en fait, c'est d'enchaîner. Parce que c'est pas très dur de tenir chaque allure, c'est vraiment des efforts sous maximaux, hein, enfin, une allure, un effort marathon. Alors, faut savoir quand même que un effort marathon sur une fin de séance comme ça, c'est quand même assez dur, hein, on est, je pense, pas très loin du second seuil. Mais du coup, ce qui est dur, c'est de tenir sur la séance et de garder être focus jusqu'à la fin, d'être capable de mettre l'intensité quand même à la fin de la séance. C'est vraiment là-dessus qu'elle nous fait travailler. Je pense qu'elle nous fait pas mal travailler tous les aspects de durabilité où on est capable de reproduire un effort intense après beaucoup de volume. Donc ouais, c'est ça qui est le plus dur. Je sais pas si c'est vraiment la partie mentale, mais c'est la partie fatigue accumulée et à refaire encore un intervalle à la même intensité, bah, ça demande beaucoup, quoi. Ouais, ouais, oui, j'imagine parce que du coup, même si il y a une fluidité dans le fait que tu fasses deux sports différents avec du coup quand même des répétitions assez différentes, enfin assez différentes, c'est-à-dire que tu as un gros bloc de 25 minutes, tu as fait un peu de SV1 avant, tu enchaînes avec la course à pied, tu as un peu de ligne droite, mais c'est vrai qu'au final, ça te mobilise quand même beaucoup mentalement, toutes ces étapes. Donc ouais, j'imagine que on est content qu'elle aille au bout, on est content que la dernière répétition, le 5 fois 7 minutes, le dernier soit réalisé. Et je pense que ouais, c'est pas qu'on les compte, mais voilà, on a fait le compte. Je pense pas qu'on se dirait je repars sur une sixième répétition si facilement que ça. Non, c'est sûr. Bah, ou alors, faut vraiment avoir envie. Ouais. Et donc, bien sûr, on a aussi entamé musculairement. C'était tout l'objectif de la première partie de la séance. Et puis, bah oui, cardiaquement, au bout ouais, la cinquième fois qu'on fait de l'allure marathon sur 7 minutes, oui, je pense qu'on est en effet sur la dernière répétition un peu entamé cardiaquement. Ouais. Mais on est bon. Le retour au calme, tu avais dit que c'était bref. Retour au L'essentiel est calme, fait. bah, la séance a été longue. Moi, je prendrais entre 5 et 10 minutes, vraiment facile. Il n'y a pas besoin, enfin, il n'y a pas besoin de rajouter du volume à cette séance en tant que telle, ou alors faudrait peut-être l'adapter un peu. On peut se dire, je veux que cette séance dure plus longtemps. Là, on peut essayer de rajouter du volume sur le retour au calme. Mais je pense que pour une séance dans une prépa spécifique, c'est suffisant. Donc, pas nécessité de faire ça très très long. Donc voilà, 5 à 10 minutes, pas d'allure imposée, vraiment aux sensations à la sensation qui fait on est bien après notre effort. Donc vraiment, ça va être pas très rapide. En général, mes retours au calme sont assez lents. Ouais, puis qu'on savourait le travail réalisé, quoi. Ouais, c'est ça. Nickel. Et est-ce que tu vois une chose à ajouter dans le déroulement de la séance, comme toi tu le fais, ou on passe à la troisième partie du podcast, le bilan? Non, bah, je pense qu'on a à peu près tout dit. Donc voilà, on arrive à l'analyse. Quand tu arrives chez toi, globalement, ton ressenti après avoir passé une séance de ce type-là, c'est quoi? On est quand même plutôt content, plutôt fier, ou on se précipite tout de suite pour voir les datas? En général, c'est à ce moment-là que je vais noter ma séance en termes de code d'effort, de fatigue. Donc je vais essayer de me dire là à quel point je suis fatigué. Et c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Est-ce que
Est-ce que si ce soir je remets une séance comme ça, je suis capable de la faire? Oui, non. Ça me donne déjà une bonne impression de est-ce que je suis dans une séance dure ou une séance pas trop dure. Euh, En général, d'un point de vue organisation, je vais pas regarder les datas tout de suite. Hmm. Et si j'ai vraiment que ça à faire, pourquoi pas. Moi, ça me dérange pas de sauter dans les datas tout de suite. J'aime bien regarder quand même rapidement le, les intervalles de la course à pied. Autant le Hmm. vélo, je me pose moins de questions, c'était très contrôlé. Autant la course à pied, comme c'est tout à la sensation, sur des chemins, etc. Là, je vais peut-être avoir plus envie de regarder et bah, voir le cardio que j'ai tenu, est-ce que je suis monté, est-ce que ça correspond un peu les moyennes sur les intervalles à ce que j'ai vu sur ma montre pendant la séance aussi. Euh, et voilà à peu près. Je pensais à deux choses. On va les faire dans l'ordre, faut pas que je les oublie. Quand tu parles du coup de ton ressenti, est-ce que du coup sur la plateforme d'entraînement enfin de suivi d'entraînement que tu utilises, tu en profites pour noter du coup ce ressenti? C'est là-dessus que tu peux également rentrer tes notes et du coup ça l'intègre, je sais pas, dans des courbes qui notent la charge ou la fatigue ou pas spécialement? Ouais, je vais le rentrer dans l'outil. Il y a deux notes différentes. Il y a le ressenti. Donc moi, j'utilise. Alors, j'appelle ça le RPE, donc que j'utilise pour noter ma cote d'effort sur 10. Et puis, il y a un second outil qui est à quel point tu t'es senti fort dans la séance. Mhm. Donc là, je vais le noter aussi parce que je trouve que ça permet aussi de contextualiser certaines séances. On va peut-être se sentir avec un RPE très dur, mais aussi on se sentait faible. Du coup, bah, peut-être qu'en termes d'intensité, finalement, on n'a pas été si loin. C'est juste que c'était très dur parce qu'on était dans une mauvaise disposition ce jour-là. Euh, et du coup, peut-être que ça va laisser moins de traces. Donc, il y a ces deux outils. Derrière, par contre, je vais pas. Je crois que ça existe hein, de quantifier la charge à partir du RPE. Mais moi, j'utilise pas ça, j'utilise mes données cardiaques pour la quantification parce que je trouve ça plus simple à comprendre et plus uniforme. J'ai utilisé un peu un moment sur le RPE, mais sur des séances qui sont longues ou des séances très courtes, par exemple sur de la piste. Après, c'était trop différent d'utiliser le RPE, ça mettait des chiffres qui pour moi me parlaient pas, donc j'ai préféré baser uniquement sur le cardio pour le suivi de la charge. Ouais, ouais, bah, faut être à l'aise avec les outils qu'on utilise et ouais, bien les comprendre et surtout être capable d'en tirer les informations qu'on cherche. Donc, ouais, c'est bien de faire le point. Et d'ailleurs, la nuance que tu viens de dire sur le ressenti, le RPE, donc la cote d'effort que devrait y avoir, et comment on s'est senti pendant la séance, c'est vrai qu'il y a une nuance entre les deux. Elle n'est pas forcément facile à cerner, mais souvent je trouve qu'on le sent bien parce que quand on se sent en forme et que ça devrait être un RPE élevé et qu'on l'a pas, enfin, on n'a pas ce ressenti si dur parce qu'on était vraiment en forme. Là, c'est assez parlant. Et à l'inverse aussi, quand c'est une séance dure et qu'on est vraiment déjà de base éclaté, là, la cote d'effort, elle augmente directement, quoi. C'est pas mal de faire la distinction. J'ai pas les termes de exactement ce que c'est le RPE et le réel Alors, je sais pas ressenti. comment ils appellent ça, mais c'est quelque chose du genre feeling ou ressenti, quoi. Hmm. Et c'est pour ça que moi, ce que j'appelle le RPE ou la cote d'effort, j'appelle ça la fatigue que me génère la séance, que je ressens. Donc c'est très différent de dire comment tu t'es senti sur la séance ou comment la séance t'a fatigué. Et là, on voit bien la démarcation entre les deux, en fait. Ah oui, c'est Donc intéressant ce que tu dis là, comme c'est les comme deux ça que je questions là. fais. Voilà. Ok, bah, je pense que je la marquerai quelque part à un moment dans les posts parce que ouais, ces deux questions sont bien différentes et traduisent des sensations et des ressentis également différents. Et je pense qu'elles sont pas mal pour se poser les questions sur réellement comment on a fait la séance d'entraînement et comment du coup on va pouvoir enchaîner l'entraînement dans les jours qui suivent. Ouais. Intéressant. Et pour enchaîner là-dessus, du coup, en premier, tu as dit que c'était pas forcément les datas, même si ça t'arrive de le faire. Qu'est-ce que tu fais d'autre quand tu arrives à la maison et que tu es de retour à la maison après une séance comme ça? Bah là, il faut optimiser au mieux sa récupération. La séance est longue, il y a eu des intensités. Il faut essayer de manger. Alors surtout, moi, je l'avais fait le matin, donc là, il faut vraiment manger des glucides, des protéines pour aider à reconstruire les muscles et refaire les stocks de glucides qu'on a vidés. Donc voilà, essayer de se prendre un temps
pour réussir à lancer la récupération. Et puis un peu plus tard dans la journée, si on l'a fait le matin notamment, se faire une petite sieste si on a la possibilité, 20-30 minutes, je pense que c'est vraiment une bonne idée pour être sûr de l'assimiler et pas avoir une fatigue qui traîne sur plusieurs jours. Ok, ouais, donc il y a vraiment ces deux aspects de quand tu rentres à la maison, il y a ce côté, je mets déjà en place des outils de récupération qui sont assez simples, mais sieste et manger. Attention à ces apports ouais, glucidiques et protéiques. Et puis, tu as également ouais, du coup ce côté, j'enfile ma casquette d'entraîneur pour un peu vérifier que tout s'est bien passé. Et du coup, oui, c'est la deuxième question que j'ai failli oublier. Du coup, sur tes 5 fois 7 minutes, je suppose que tu tournes souvent dans des endroits que tu connais. Est-ce que ça t'aide à l'analyse? Est-ce que du coup, tu as des repères en termes de temps de passage sur des sections? Ça t'aide à l'analyse ou... Ouais. Euh, Autant c'est compliqué de juger la vitesse en tant que valeur absolue ou l'allure en tant que valeur absolue. Par contre, comparer d'une répétition à l'autre le pace, là c'est pertinent parce que, enfin, si on est sur le même terrain, si on fait des boucles, donc moi j'ai une boucle dans un parc avec des petits chemins, une petite montée, une petite descente, et la boucle fait environ 2 km, donc je savais que j'allais mettre à peu près une boucle par répétition. Et là, c'est pertinent parce que du coup, on peut se rendre compte à quel endroit j'ai terminé mes 7 minutes. Et au fur et à mesure de la séance, est-ce que je termine avant, après? Et du coup, est-ce que je suis sur une pente où je progresse et j'accélère, ou est-ce que à l'inverse, c'est de plus en plus lent et j'arrive pas à maintenir mes allures? Donc ouais, ça, c'est quelque chose qui permet aussi de se rendre compte si la séance est réussie. Ouais, non, ça c'est pas mal d'avoir des petits repères comme ça. Ça peut toujours servir et en termes de motivation et en termes, enfin, quand on la réalise. Et puis aussi pour l'analyse, ça aide à bien vérifier qu'on était en forme ou pas au moment de l'exécution de la séance. Tu C'est ça. l'interprètes comment cette séance? C'est quand même une séance quasiment clé vu qu'elle arrive en fin d'un cycle où tu t'es entraîné à faire cet enchaînement. C'est une sorte de ouais, quand même séance clé. Est-ce que, il y a un peu un scénario positif ou ça t'est déjà arrivé que elle se passe mal cette séance? Qu'est-ce que tu essaies d'en tirer comme enseignement? Alors, je ne l'ai pas assez faite d'année en année pour pouvoir être hyper précis. Mais pour moi, oui, si on est capable de progresser sur les intervalles en course à pied, c'est que notre capacité à faire un effort intense après une longue durée d'effort en général, elle est quand même très bonne, donc on a une bonne durabilité. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que cette séance, elle nous confirme un peu qu'on est prêt à passer sur un bloc de trail où on va faire peut-être des séances très très longues, des 3 4 6 8 9 heures potentiellement, et que donc nos paramètres physiologiques, ils se dégradent peu avec la durée d'effort. Ce qui veut dire qu'on est bien parti pour une préparation trail où on va pas se... En fait, on sait que si mon corps maintient ses capacités après un long effort, bah, les séances que je vais placer en trail derrière, elles peuvent être longues. Je vais pas générer énormément de fatigue pour tenir ces durées-là. Et du coup, elles vont pouvoir me permettre de progresser. Donc Ah c'est ouais. effectivement, ça permet de se rassurer, de faire un petit état des lieux de comment notre corps est capable de tenir la durée de l'effort. Oui, c'est vraiment révélateur ouais, de la durabilité et je pense qu'en effet, ça construit une bonne base. En tout cas, comme je le comprends de ce que tu dis, ouais, ça te valide un gros bloc d'entraînement, enfin un bon bloc d'entraînement, une bonne base pour partir sereinement sur bah, les blocs qui vont réellement être tournés autour du trail et du coup sur des efforts longs, quoi. C'est sûr que après déjà une heure, après déjà vas-y, quasiment 30 minutes de force sur home trainer, être capable de toujours pas s'écraser sur un 5 fois 7 minutes, ça veut dire que ouais, on est musculairement pas si mal et que cardiaquement aussi, évidemment. Donc la durabilité doit être plutôt pas mal. On est prêt à se mettre vraiment dur en trail. Bah Mm. écoute, pas mal. Du coup, dans ton bloc, là, une fois que ça s'est terminé, ça enchaînerait par quoi en termes de plan? Tu t'étais mis plus quoi? Un petit stage Et montagne? ben, et ben derrière, alors moi personnellement j'avais enfin, j'avais des échéances professionnelles
Donc à la suite de ce bloc, j'ai pu faire progresser mes sorties longues. En fait, comme je savais que j'étais globalement pas trop mauvais en durabilité, je me suis dit, bah, du coup, je vais pouvoir aller travailler des longues sorties. Alors que j'avais commencé à construire, hein, c'était pas la première fois que je sors. Enfin, j'ai déjà couru 2 heures à pied dans les mêmes semaines. Mais du coup, j'ai commencé à me dire, je peux passer un peu un cap sur ces longues sorties, faire des sorties de plus de 3 heures, inclure éventuellement quelques intervalles dedans, que ce soit du premier seuil majoritairement ou un peu plus rapide. Et puis ensuite, donc là, les échéances professionnelles ont fait que j'ai ensuite pris une semaine plus calme euh, parce que j'avais pas la possibilité de m'entraîner. Mais si j'avais eu le choix, j'aurais continué la progression linéairement jusqu'à, en effet, bah, le bloc. Moi, j'ai fait du coup un bloc complet de trail où je suis parti en montagne et où là, bah, en fait, j'ai fait les vraies montées, quoi, les 25 Hmm. minutes, au lieu de les faire sur le home trainer, je les ai faites dans les chemins, dans une pente à 25%. Et j'ai refait d'autres séances qui finalement ressemblent. Par exemple, un 30 minutes dans une montée, et puis ensuite un 4 fois 5 minutes à la fin de la sortie, après avoir couru peut-être 1 heure en zone 2 entre les deux. J'ai plus le détail exact de la séance, mais voilà, des séances un peu similaires où on va aller chercher des intervalles en fin de séance pour voir si on est toujours capable de produire des hauts niveaux de puissance et une bonne économie. En fait, si on est économe et que notre corps s'est peu dégradé, bah, on sera capable de les produire, ces hautes puissances et ces hautes vitesses. Ah oui, donc Donc, tu c'est confirmes c'est- que du coup cette séance, pardon, excuse-moi, tu confirmes du coup que cette séance de home trainer finalement force et ensuite course à pied, ça t'a été vraiment utile pour quand t'es parti à la montagne, que tu te sentais fort quand quand t'es arrivé à la montagne. Ouais, je me suis senti. Alors après, j'ai aussi travaillé quelques séances sur le tapis pour avoir du dénivelé et des adaptations, mais quand je suis arrivé en montagne, je me suis pas senti extrêmement mauvais devant le dénivelé positif. Hmm. J'étais plutôt à l'aise à grimper, j'avais le même genre de sensation. Donc ça, c'était positif. Bon, la partie descente, plus compliquée, faudrait faire un épisode dédié, je pense. Mais Oui. pour les montées, en tout cas, ça a bien fonctionné et ouais, je me sentais assez fort sur les montées. Ouais, non, l'objectif visé de se sentir fort musculairement pour être capable de répéter des efforts en deuxième partie de course et de être à l'aise en montée, en tout cas, ces deux objectifs-là, ils sont atteints avec cette séance et ça se voit quand on va sur le terrain ensuite. Ok, Ouais. bah pas mal. Est-ce que tu vois des choses à ajouter pour le bilan de cette séance? Non, je pense qu'on a aussi tout dit. Ouais, franchement, j'ai pas grand-chose à rajouter. On a fait le tour, je pense, de cette séance. Moi, c'est pas mal. Bah, écoute, je vais essayer de faire la conclusion. Tu me corrigeras ou t'ajouteras s'il y a encore des choses à dire. Mais donc, pour essayer de conclure cette séance, c'est pour des athlètes qui souhaitent faire du trail et qui n'ont pas forcément de boss à disposition, ou alors pour ceux qui n'ont pas encore la capacité tout de suite de partir faire des belles montées en montagne. Donc elle se décompose en deux parties, un enchaînement de deux sports, sur le vélo et en course à pied, de préférence sur home trainer, avec un corps de séance qui dure à peu près 25 minutes en force, donc avec peu de rotation par minute, 60 au maximum au niveau du SV1. On vient travailler du coup de l'endurance de force. Ensuite, on a une transition qui est assez rapide vers la course à pied, où on enchaîne 5 fois 7 minutes à l'allure effort marathon. Un effort qu'on est censé du coup tenir pendant plusieurs heures, quand même avec du rythme, où il faut faire attention à ne pas s'écraser et à être capable de relancer, pour maintenir une vitesse qu'on aimerait suivre lors de notre course. Ça éprouve la durabilité, ça éprouve évidemment les muscles tout ce qui est tout ce qui vont être les seuils parce qu'on va commencer autour d'un travail autour du SV1 sur le vélo, mais en fin de séance, à la fin de la cinquième répétition, on va quand même s'approcher à des hautes intensités au niveau du cœur. Donc voilà, c'est vraiment une séance à placer en début de bloc spécifique trail. Donc on est encore loin de l'objectif, mais ça prépare correctement le corps aux futures échéances et aux futurs dénivelés que vous allez devoir avoir sur vos courses. Est-ce que ça te va en résumé? Ouais, je pense que c'est top. Nickel. Bravo. Et bien, avant qu'on se quitte, est-ce que toi, tu as un coup de pouce pour nous aider à la passer, cette séance? Vraiment tes petits tips qu'on devrait se mettre de côté si on veut la réaliser.
Mais alors, faut prévoir de la nutrition. Ça, vraiment, le fait de manger du sucre sur la séance, ça va vous aider. Toutes les séances longues, ça passe beaucoup plus facilement avec des glucides. Donc, ce serait ça le tips principal. Ok, nickel. Et pas d'autres sur la transition, sur le début de course à pied? T'as pas tes petits secrets? Sur le reste, moi, je préfère laisser les gens expérimenter avec ce type de séance. Il faudra que vous découvriez par vous-même qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous quand on enchaîne deux sports comme ça. Voilà, il y a besoin de comprendre la séance et de la réfléchir un peu. Je pense que c'est important pour bien progresser dessus. Ouais, mais ça c'est vrai que t'as insisté et du coup on va en profiter de la conclusion pour le redire. Cette séance elle nous permet d'apprendre plein de choses sur soi. À la fois du coup le ressenti que ça a d'avoir les jambes lourdes, d'avoir des jambes bien chargées avec un l'home trainer qu'on a réalisé en force, et puis également du coup ça à apprendre une allure de course sur terrain varié, l'allure marathon que tu nous as dit, enfin effort marathon. C'est vraiment une séance idéale pour réfléchir à plein de choses, que ça soit du coup la nutrition, la gestion des allures de course et les sensations que ça a de courir sur fatigue. Donc ça va être une séance qui va qui va permettre de beaucoup réfléchir. Comme autre tips, c'est de partir progressivement sur les 5 fois 7 minutes. Hmm. Commencer le premier pas trop fort, se laisser un peu de marge pour ajuster. Et puis monter petit à petit et ça va donner un boost de confiance. Et à la fin, si le dernier intervalle, on est capable de le faire encore plus vite que ceux d'avant, c'est on sera boosté, on se dira que la séance est bonne et qu'elle est réussie. Il y a toujours, mentalement, c'est toujours mieux de finir comme ça plutôt que de souffrir sur la fin. Ouais, finir fort. Ok, super. Bah merci beaucoup pour le partage. Je dirais plutôt commencer doucement. Ouais, ok. Oui, oui, parce que ouais, t'as raison. Mieux vaut commencer doucement, dans la bonne zone en tout cas, pas trop. Eh bien, super. Merci beaucoup pour ce partage de séance. Pour avoir le dernier mot, est-ce que tu as un coach ou un athlète qui aurait une séance à nous partager, peut-être de trail ou peut-être d'un autre sport? J'ai entendu que tu as parlé de triathlon ou quoi. Est-ce que tu as voilà, une connaissance qui fait des séances sympas? Alors, une connaissance comme ça, non, mais par contre, ce qui serait super intéressant, je pense, ce serait d'inviter le créateur de la séance, Simon Gosselin, et de voir en fait si qu'est-ce que lui il en pense, comment il l'a construit, ou alors quelqu'un d'autre dans ses athlètes qui a déjà réalisé ce type de séance. Parce que moi, je suis juste un athlète qui a adapté la chose à mon fonctionnement. Mais je pense que ce serait super intéressant de voir la personne qui l'a construit à la base et de voir si bah, finalement j'ai bien compris sa philosophie ou si il y a des choses encore à adapter. Ouais, c'est clair. Bah oui, écoute, déjà ce que toi tu en as tiré, je trouve que c'était très intéressant. Merci de l'avoir développé. Et puis ouais, je vais essayer de prendre contact avec bah, Simon, potentiellement, ça serait idéal. Comme ça, on aura le maître originel de la séance et on verra ce qu'il en pense lui de cette construction de séance. Bah Ce serait nickel. Avant de finir, écoute, j'allais dire qu'on arrive sur la fin de 2025 et qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2026, mais malheureusement ou heureusement, je sais pas, t'as une belle course qui arrive, la Saint-Élion, dans quelques temps. Qu'est-ce qu'on te souhaite sur cette ouais. course? Alors moi j'ai un seul objectif, c'est de réussir à courir la dernière montée. Donc vous pouvez me souhaiter de courir dans la montée de l'aqueduc de Bonan. C'est une montée que je connais très bien. Et je sais que si on court dans cette bosse-là, c'est quand même 20% et 100 mètres de dénivelé, et c'est au 75e kilomètre. Donc si on court dans cette bosse-là, c'est qu'on a réussi sa course en fait. C'est on a géré son effort du début à la fin et qu'on a forcément fait une bonne performance. En tout cas pour moi. Ah Donc ouais, ça voilà, serait. c'est mon objectif pour le jour J. Alors franchement, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et si jamais tu cours à ce moment-là, j'espère que tu te sentiras porté parce que c'est vrai que après autant de bornes, être capable de courir, j'espère que les mots que tu t'es dit là te motiveront à bien relancer dans cette côte-là. Et ouais, que tu arriveras au bout de ton effort et que tu seras heureux de ta course parce que je pense que ça va être une longue nuit, mais elle peut être vraiment sympa. Et vu ce que j'ai vu de ton entraînement, tu as l'air vraiment en pleine forme. Je te le souhaite vraiment de performer, de prendre du plaisir sur cette course, d'arriver au bout, voilà, en courant. Parce que de toute façon, si tu cours là, après, il te reste plus rien, hein. T'as plus qu'à courir vraiment jusqu'à l'arrivée. Et après, c'est fini. J'ai plus qu'à courir à la fin. Bah, merci beaucoup, ça fait plaisir de l'entendre et j'essaierai d'être à la hauteur le jour J. Bon, on te le souhaite. Super, bah merci beaucoup. Ciao, passe une bonne journée. Voilà, c'est la fin du 8e épisode.
Merci Baptiste Broyer pour ce moment d'échange autour d'une séance de seuil mixte qui consiste en un enchaînement homme-traîneur en force et course à pied sur terrain de trail à l'effort marathon. Cet enchaînement est parfait pour casser les pattes et valider un bloc de durabilité avant d'entamer la partie plus focus sur le trail. Merci pour le partage de cette séance qui permet d'en apprendre beaucoup sur la gestion de l'effort en trail notamment. L'important reste d'adapter cette séance à son expérience, son objectif et à écouter ses sensations. Il faut bien évidemment respecter ses allures et suivre les temps de récupération après la séance pour pouvoir répéter dans le temps ses entraînements et performer le jour J. On peut suivre Baptiste sur Instagram et Strava. Il y partage de belles séances de trail et surtout une diversité de séances qu'il réalise. Allez-y pour découvrir d'autres séances qu'il explique en détail. Vous retrouvez toutes les informations dans la description de l'épisode. Moi, je vous donne rendez-vous sur la page Instagram de La Séance le podcast pour trouver l'épisode 8, la séance casse-pattes pour trailer des plaines façon Baptiste. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter et liker. À bientôt pour une prochaine séance et d'ici là, bon entraînement les sportifs. Ciao!